Bonjour Benoît Hamon. Bonjour Elisabeth Martichoux. Merci beaucoup d'être avec nous dans ce studio d'RTL ce matin. Déménagement sanglant à Jérusalem hier, la Maison Blanche, on l'a entendu dans le journal de 7h30, renvoie la responsabilité des 59 morts. C'est un bilan qui malheureusement ne cesse de monter. Côté palestinien, sur le Hamas, Israël se bat toujours pour sa sécurité 70 ans après sa création. Hélas, les morts ne sont que de seul côté. 59 tués, 2000 blessés, 8 enfants tués. C'est un usage de la force totalement disproportionné par le gouvernement israélien, soutenu par les États-Unis d'Amérique, contre des manifestants dont il faut rappeler qu'ils étaient non armés. Et c'est ça qui est totalement injustifiable et condamnable. Ce qui est d'autant plus insupportable, c'est de voir de quelle manière Donald Trump traite tout cela, c'est-à-dire avec une légèreté qui est une légèreté insupportable, adressant sur Twitter des félicitations au gouvernement d'Israël pour ce grand jour, là où il n'était absolument pas obligé de déménager l'ambassade des États-Unis à Jérusalem en infraction avec le droit international, qu'il a là déclenché cette série d'événements qui s'est finie dans un bain de sang. Vous diriez qu'il a du sang sur les mains, Donald Trump, d'une certaine façon? Il est directement responsable de ce qui s'est passé. Mais il a du sang sur les mains, c'est lui qui est responsable. Il est directement responsable d'un bain de sang avec le gouvernement de Benjamin Netanyahou. Et je le regrette profondément. Et ça devrait nous inviter, nous, Européens, à reprendre le chemin de l'action. C'est-à-dire à ne plus nous comporter comme supplétifs, en quelque sorte, de la stratégie américaine. Je vais prendre un exemple très concret. Le président de la République était aux États-Unis. Il se comportait avec Donald Trump, je trouve, en manquant de sobriété. Il aurait dû être beaucoup plus sobre. Sa doctrine, c'est de parler à tout le monde et d'essayer de convaincre à tout prix. Mais on peut parler et éviter les embrassades. On peut parler et éviter les baisers. C'est ça qui est important. On peut parler et à l'égard d'un président américain dont on sait qu'il est homophobe, xénophobe, qu'il prend des décisions aussi dangereuses que cela, justement, avoir autre chose qu'une posture gaulienne. Il a aussi condamné, reconnaissez-le. Pardon, Elisabeth Martichoux, on parle de diplomatie. Oui. Il a aussi condamné devant le Congrès américain, avec des mots assez forts, l'unilatéralisme du président Trump. Est-ce qu'il n'a pas fait les deux? J'entends bien, mais sur l'Iran, il a échoué. Sur l'accord de Paris, il a échoué. Sur Israël, aujourd'hui, nous sommes proches d'une spirale guerrière extrêmement dangereuse. Et je veux dire que la France et l'Europe doivent reprendre le chemin de l'action diplomatique. On ne peut pas se contenter de condamnations de pure forme. L'action, ce pourrait être quoi? Je pense aujourd'hui qu'il faut que la France, comme l'Europe, reconnaissent l'État de Palestine. Que si nous voulons redonner une possibilité au processus de paix de réussir, si nous voulons espérer enrayer la spirale guerrière, il faut reconnaître l'État de Palestine. C'est-à-dire que la France redevienne une puissance diplomatique, qu'on ne se contente pas de postures gaulliennes dans les magazines. À quoi ça servirait justement la posture? Est-ce que ça servirait la cause, la cause palestinienne? Et en quoi ça ferait avancer le dossier? D'abord, vous donnez satisfaction à ce qui est aujourd'hui le désir de la communauté internationale, pour laquelle elle a voté des résolutions. Deux États. Il y a bien sûr un veto américain qui s'y est régulièrement opposé, mais il y a l'objectif de 2 États, avec une capitale commune, Jérusalem. Si nous ne faisons pas d'actes... La communauté internationale est très prudente. Personne, à part la Turquie et l'Iran, qui sont vraiment maintenant les 2 ennemis d'Israël, ne condamne avec une force particulière ce qui se passe. L'Allemagne a condamné, l'Europe a condamné avec énormément de vigueur. Et c'est vrai qu'aujourd'hui... On parle des événements d'hier. Oui, on parle des événements d'hier, évidemment. Heureusement. Et côté 59 tués, 8 enfants, 2000 blessés. On déplore. Oui, mais moi je souhaite que, au-delà des condamnations de pure forme, on pose des actes. Et c'est comme cela qu'Emmanuel Macron sera à la hauteur de ce qu'est l'histoire de la diplomatie française, notamment dans cette partie de... Ça ajouterait du déséquilibre, dit-il, à votre proposition de reconnaître de façon unilatérale la Palestine. Ça ajouterait au déséquilibre et on affaiblirait finalement la capacité de la France à jouer un rôle. Mais oui, vous avez parfaitement raison de me dire ce que dit le président de la République, je le lis moi-même, mais j'observe quoi? Qu'en attendant, il dit ça déséquilibrerait. Qu'est-ce qu'on fait? Pas grand-chose, et on constate quoi? Que la poursuite de la colonisation
a lieu, que le territoire palestinien est de plus en plus finalement mité, qu'il ressemble de plus en plus à un gruyère, qu'aujourd'hui les États-Unis transfèrent leur capitale à Jérusalem, que des pays européens pourraient suivre, que les raisons que cette région s'embrase sont de plus en plus nombreuses, qu'Israël rentre plus ou moins en guerre avec ses voisins, bref, que la spirale guerrière est en train de s'engager. Eh bien, moi je considère qu'il faut poser des actes et arrêter de dire que si on pose des actes, on déséquilibrera la situation. Elle n'est pas assez déséquilibrée comme ça. La réalité, c'est qu'il faut poser justement, montrer que l'Union européenne et la France, parce qu'ils financent et aident aujourd'hui économiquement cette région, ont leur mot à dire. Et leur mot à dire, ça ne peut pas être de dire « Écoutez, monsieur Trump, nous ne sommes pas d'accord avec vous, mais une fois de plus, nous nous mettons à genoux. » Vous dites que la politique diplomatique d'Emmanuel Macron est un échec sur toute la ligne ? Ben, je le crois inoffensif. Oui. Je pense qu'il brille dans les magazines, mais qu'il fait peu briller la diplomatie française. Les accords de Paris, les États-Unis en sont sortis. Y sont-ils revenus ? Non. L'accord sur le nucléaire iranien, qu'avons-nous fait ? Les États-Unis en sont sortis, nous proposons maintenant une renégociation. Sur le conflit israélo-palestinien, pas davantage aujourd'hui d'issue. Sur la question de la Syrie, je dis pas que c'est simple, hein, mais nous sommes en échec. Mieux, sur la question européenne. Quels sont les progrès réalisés ? On attendait le sauveur de l'Europe. Aujourd'hui, l'Allemagne a dit non à peu près toutes les propositions françaises. À peu près toutes les propositions françaises. L'Allemagne dirait oui, vous diriez... Mais non, mais parce que je pense que j'ai un... Non, Elisabeth Mertichou, non, j'ai un désaccord avec Emmanuel Macron. Je ne crois pas que le sort de l'Europe se repose sur seulement le couple franco-allemand et ce qu'on appelle l'intergouvernemental, c'est-à-dire les accords entre gouvernements. Je pense au contraire qu'il faut demain donner au Parlement européen une majorité qui change l'orientation, le cours de l'orientation européenne. C'est la raison pour laquelle j'ai un désaccord stratégique effectivement avec Emmanuel Macron. Il croit toujours dans la pertinence du couple franco-allemand. Je le crois aujourd'hui incapable de relancer la construction européenne. Ce sera un grand débat l'année prochaine à l'occasion des élections. Le dossier SNCF, les syndicats ont-ils raison d'organiser un référendum ? Et le gouvernement dit qu'il n'aura pas de valeur. Finalement, le référendum, il faut le faire à l'échelle des Français qui sont favorables à la réforme, pas à l'échelle de l'entreprise. Oui, je trouve que c'est intéressant, on peut faire un petit retour en arrière. Édouard Philippe m'avait dit, cette réforme de la SNCF ne fermera aucune gare, aucune ligne de train. Un premier document de la SNCF sortait, et montrant qu'il y aurait des petites gares, des petites lignes dites non rentables, pourtant le service public n'a pas vocation à être rentable partout, qui fermeraient. Donc pour certains, on aura le droit sur nos territoires à l'autopartage et aux autobus, et aux autres les trains. Deuxième épisode, le gouvernement nous dit, nous ne privatiserons pas. Et là encore, un document sort qui montre que la SNCF pourrait être, en tout cas une certaine nombre de ses filiales, privatisées. Deuxième mensonge. Ça veut dire une chose. Le gouvernement dit, dans la lecture J'ai au été Sénat, au gouvernement, Madame Martichoux. Oui. Je sais exactement ce qu'est une communication Sénat, gouvernementale. J'ai été ministre, je sais exactement ce que sont ces réunions de travail où on prépare ce qui va se passer et dont on dit quand ça sort malheureusement dans la presse, oulala, ce n'était qu'une réunion de travail. La réalité... Il a menti, le gouvernement. Je pense que Édouard Philippe a menti, oui, sur le fait que demain on fermera des gares et des lignes de train. Oui, il a menti. Et je pense aujourd'hui que oui, il ment quand il dit que ce ne se prépare pas ou que l'option de la privatisation n'est pas une option sérieuse. Oui, dans ces deux cas-là, il ment. Et c'est la raison pour laquelle ceux et celles qui manifestent... Non, je n'y crois pas du tout. Et ceux et celles qui manifestent ont raison de le faire au nom du service public. Et je le dis à vos auditeurs, on parle souvent du statut des cheminots. Intéressante la chronique de Monsieur Langlais auparavant sur le fait que la France est la championne de l'OCDE pour la distribution des dividendes. Que celles et ceux qui réclament à corps et à cri la privatisation de la SNCF, la remise en cause du service public, sont ceux qui ont vu leur situation le plus s'améliorer et dénoncent le fait que les cheminots seraient des privilégiés. Que ce soit clair, les cheminots aujourd'hui peuvent partir à la retraite plus tôt, mais à condition d'avoir cotisé combien d'annuités ? Comme tout le monde, 41, 42 annuités. Ça veut donc dire que s'ils partent effectivement à 52 ou 53 ans, ils partent avec une retraite de misère. Ce qui n'en fait pas des privilégiés. Édouard Philippe dans Le Monde, daté de demain. Édouard Philippe qui... Vous avez de la chance, vous avez le journal du lendemain. Ça s'appelle la matinale du Monde. Vous la lisez comme nous, sans doute. Il y a une interview du Premier ministre dans Le Monde donc à sortir cet après-midi. Il n'y aura aucune ambiguïté sur le fait que le capital de la SNCF est incessible et ça sera inscrit dans la loi. Et celui de ses filiales ?
Je vous pose la question. Oui, voilà, je pose la question. Vous pensez que ça viendra par les filiales? Je pense aujourd'hui que c'est bien le problème que nous avons, c'est qu'on joue sur les mots. Et depuis le début, le gouvernement ne dit pas le projet qui est le sien. Le projet qui est le sien, hélas, mais il est logique il est cohérent en même temps. Et c'est ce que je lui reproche, c'est de ne pas l'assumer, c'est de remettre en cause le service public. Il ne le fait pas que pour la SNCF, il le fait aussi en diminuant les moyens de l'hôpital public. Une question peut-être plus anecdotique pour certains, pas pour d'autres. Vous êtes un proche du syndicat étudiant l'UNEF, Benoît Hamon, pardon. Hervé Hamon, c'est pas ma famille, mais il y a une beaucoup. étudiante voilée qui représente ce syndicat sur une antenne parisienne. Ça fait polémique parce que précisément elle est voilée et qu'il y aurait une incompatibilité entre les valeurs féministes de ce syndicat étudiant et le port du voile. Qu'est-ce que vous en dites? Je dis deux choses. La Constitution garantit le droit de porter un voile. La Constitution garantit le droit de pouvoir critiquer quelqu'un qui porte un voile. Et moi, j'aimerais que sur ces questions-là, on le fasse avec un petit peu de paix. Pacifiquement, paisiblement, qu'on puisse avoir ces débats sans hystérie comme on le connaît aujourd'hui. Il est hystérique, Julien Drey, quand il fait un tweet pour dire je veux pas en tant que membre fondateur de l'UNEF, cette jeune femme souille notre combat dans les universités. Je pense que c'est considérable, c'est excessif. Pourquoi? Parce que je vais vous dire, on peut pas reprocher les mêmes qui reprochent à certains Français, je le dis bien avec un grand F, de confession musulmane, et qui leur reprochent finalement un entre-soi, une forme de communautarisme. Ensuite, ceux-là font le reproche à une jeune femme musulmane de participer au débat public, d'être dans un syndicat, de parler de la réforme de l'université. Moi, je pense qu'il y a besoin aujourd'hui que la démocratie française respire et qu'elle permette à chacun, qu'il ait une confession ou pas, de pouvoir participer à ce débat public. Et je le dis, j'essaye de le faire avec le maximum de mots de paix, en tout cas paisible. Et je rappelle, la Constitution de la France autorise le voile comme elle autorise de critiquer le voile. Et donc, autorise cette jeune femme à évidemment porter le voile et représenter le syndicat UNEF. Merci beaucoup, Benoît Hamon, d'avoir été avec nous ce matin. Merci Elisabeth Martichoux. Benoît Hamon qui dénonce l'usage de la force totalement disproportionnée d'Israël avec le soutien et la complicité du président Trump. Sur Emmanuel Macron, il brille dans les magazines, mais sa diplomatie est en échec. Je le crois en fait inoffensif et incapable de relancer la construction européenne. Enfin, Benoît Hamon affirme que le Premier ministre ment sur l'avenir de la SNCF et en particulier de ses filiale. L'intégralité de l'entretien est retrouvée sur le site rtl.fr et nous nous retrouvons immédiatement Cyprien Sini.